Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 21, saison 2. Bonjour à tous et à toutes, la matrescence c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation, dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 2 ans, et là. Maman, on t'aime. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Avant de commencer ce 21e épisode, petit rappel, si vous aimez ce podcast, vous pouvez toujours laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute ou mettre 5 étoiles, notamment sur iTunes. Ça aide beaucoup ce podcast à se faire connaître et à être mis en avant par l'application d'Apple. Merci à tous d'être si fidèles et surtout de plus en plus nombreux à écouter la matrescence. Alors pour ce 21e épisode, on va parler nature. Je pense qu'on a tous ce souvenir petit de nos sorties en forêt, de l'émerveillement ressenti à manipuler la nature, à toucher les fleurs, les feuilles, la joie en grimpant aux arbres, en découvrant les escargots ou en construisant des cabanes. Malheureusement, en l'espace d'une génération, ces expériences de bonheur profond à la nature se sont petit à petit réduites pour laisser place à la vie à l'intérieur et devant les écrans. Selon une enquête de 2015 de l'Institut de veille sanitaire, 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors pendant la semaine. Vous le savez peut-être, mais les colonies de vacances sont de plus en plus difficiles à organiser, tout comme les classes vertes. Bref, cette déconnexion à la nature a des conséquences sur nos enfants et leur comportement, notamment sur le niveau de stress ressenti. Mais heureusement, on va parler positif, dans le monde entier, des écoles dans la forêt fleurissent. Mathieu Chéreau est co-auteur du livre « Les enfants dans la nature pour une révolution verte » avec Moïna Fauchier-Delavigne, journaliste au Monde. Ils ont fait l'état des lieux de ces écoles magiques qui enseignent en pleine nature. Le livre est passionnant, tout comme notre entretien. Très bonne écoute et merci Mathieu de m'avoir accordé cette interview. Merci Mathieu de me recevoir dans tes beaux bureaux bordelais. Ça va ? Oui, très bien, et toi ? Oui. Donc le podcast s'appelle La matrescence, ça concerne normalement les mères, mais tu es père, tu as 2 enfants. Est-ce que la patrescence, donc c'est le fait de devenir père, ça te parle ? Ça me parle dans la mesure où comme tu peux le voir, je prends ce sujet à cœur depuis quelques années, notamment au travers des livres que j'écris. Et du coup, je suis très impliqué dans les activités que peuvent faire mes enfants. Et souvent, effectivement, à l'occasion de rencontres, de réunions, que ce soit pour la classe ou pour d'autres activités péri- ou extrascolaires, je me retrouve l'un des rares pères dans une communauté de mères. Et je trouve ça un peu drôle, effectivement, de me retrouver comme ça parmi des mères. Et puis, je me dis que je suis peut-être parmi les premiers d'un grand nombre de pères qui, peu à peu, vont prendre ce sujet à cœur et qui vont être de plus en plus concernés par l'éducation de leurs enfants. Et je dois dire que, au-delà de mon cas personnel, je vois des médias aussi qui se montrent, comme le Paternel, par exemple, qui est un ami, Patrice, qui effectivement incarne ça et puis font un travail peut-être d'éducation auprès des pères eux-mêmes, qui ont compris que l'éducation, c'était pas juste l'éducation de leurs enfants, que c'était aussi une manière de se développer personnellement. Et ça, c'est mon grand sujet, c'est en devenant père, en fait, j'ai réalisé que c'était une occasion pour grandir ensemble. Donc, c'est pas juste faire grandir mes enfants, mais c'est grandir avec eux. Et je pense que ça aussi, ça parle à tous les parents, mais notamment aux pères.
Ouais, c'est intéressant parce que moi je suis d'accord avec toi que quand on devient parent, on peut que grandir et apprendre en fait. Et c'est quelque chose, je pense, auquel on s'attend pas d'ailleurs, qu'on va apprendre. Ça rend très humble. Ouais, c'est vrai. Alors tu as coécrit un livre avec Moïna Fauchier-Delavigne, j'ai bien dit, qui est journaliste au Monde, L'enfant dans la nature. Et dans l'intro, tu racontes, et vous tous les deux d'ailleurs, vous témoignez de la frustration que vous avez eue en tant que parent et être humain à vivre dans Paris, dans un contexte très urbain. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse et pourquoi, à un moment, vous vous êtes dit peut-être stop, pour nos enfants, il faut autre chose? Oui, en vivant à Paris et en voyant grandir tes enfants, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas le même rapport à la nature que toi. Et je pense que c'est le premier choc que tu as en tant que parent, parce que nous, on avait eu en fait ce rapport privilégié à la nature en étant enfant, et le fait que nos enfants ne l'aient pas, nous gêner. Et au-delà de nos enfants, en fait, on considère que ce n'est pas normal que d'autres enfants n'aient pas ce droit-là, ce droit à être connectés d'une manière ou d'une autre à la nature. Donc d'un point de vue personnel, on a fait en sorte que nos enfants aient plus d'expérience au sein de la nature. Et ensuite, on a enquêté pour voir quelles étaient les formes de pédagogie à la nature, par la nature qui existaient à l'étranger. Pour les gens en ville, c'est ça ? Pour les gens en ville et pour les gens en général. Mais effectivement, la majeure partie de la population, en tout cas occidentale, vit en ville. Et du coup, la question se pose à plus forte raison pour eux. Et donc, on a pris connaissance d'écoles donc en ville, que ce soit à Berlin, j'en parlais déjà dans mon précédent livre, ou ailleurs, qui effectivement permettent aux enfants d'avoir à la fois des cours en intérieur, mais aussi à l'extérieur, et voire même parfois de passer le plus clair de leur temps en extérieur. Je donne l'exemple dans le livre d'écoles en banlieue de Londres. Donc c'est une chaîne d'écoles, ils en ont 6. Et en fait, 6 à la périphérie de Londres. Donc tu vas en avoir une à Wimbledon, tu vas en avoir une un peu partout. Mais en fait, ce sont des écoles qui s'adressent effectivement à des parents qui travaillent à Londres ou en périphérie et qui ensuite envoient leurs enfants dans des bois, comme tu pourrais envoyer tes enfants à Boulogne ou à Vincennes. Et donc, pour résumer, la raison qui nous a amené à écrire ce livre, c'était le fossé qui existait entre la manière dont ces écoles pouvaient être perçues à l'étranger, comme des exemples à suivre, comme des formes d'innovation exemplaires, là où en France, c'était considéré comme quelque chose au mieux d'anecdotique, au pire de marginal. Et voire même de régressif quelque part. Si tu penses à l'état de nature de Rousseau, il y a quelque part un retour en arrière pour des Français, là où à l'étranger c'est vraiment un champ d'innovation qui est explicitement décrit comme ça par des gouvernements. Et alors, il y a un exemple qui m'a frappée dans le livre où vous racontez que vous avez fait le constat que dans les parcs parisiens, par exemple, aujourd'hui, on scie les branches des arbres pour que les enfants ne grimpent plus. On est dans une société très précautionneuse. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai, mais moi, petite, j'adorais monter dans les arbres, grimper. Ça m'a frappée de me dire, mince, c'est vrai, eux, on leur enlève ça, en fait. C'est un vrai fléau en France où on sécurise beaucoup trop. On a l'impression que c'est un fléau en France, mais en fait, c'est un fléau dans le monde entier. C'est-à-dire que tout le monde a peur des risques. Mets-toi à la place du jardinier ou du responsable du jardin. Si un enfant tombe, tu te diras, mais en fait, peut-être que je serais pointé comme responsable. Idem pour une maîtresse dans une cour d'école. Si effectivement un enfant tombe du haut d'un petit arbre d'1,5 mètre ou 2 et qui se fait mal, elle sera désignée comme responsable. Et à ce titre-là, le Royaume-Uni, il y avait un rapport parlementaire qui disait on estime que le niveau de risque est largement surestimé par la communauté enseignante. Et oui, effectivement, la prise de risque est bénéfique, peut être bénéfique dans une certaine mesure pour les enfants,
ça leur permet de développer leur motricité, ils deviennent plus autonomes, plus résilients. Évidemment, tu peux tomber, et c'est OK si tu tombes. Ensuite, tu te relèves et ça va. Et donc, on voit notamment dans le monde anglo-saxon de plus en plus des correspondances faites entre des risques et des bénéfices. Parce que oui, le risque a des vertus pédagogiques, si tant est qu'on puisse distinguer des risques et des dangers. Les dangers, c'est quelque chose qui sont indépendants de la maîtrise de l'enfant. Effectivement, si la cour d'école est à proximité de voitures, de véhicules, là c'est un danger. Donc ils distinguent bien les dangers des risques et ils acceptent, dans certains cas, que les enfants prennent des risques, que les enfants montent aux arbres, que les enfants montent même sur des grosses souches d'arbres qui sont déposées comme ça, brutes, dans les espaces récréatifs. Il y a des buts, voilà, il y a un terrain qui est accidenté, mais qui participe de l'apprentissage des enfants et du fait que, oui, ils courent, ils tombent, ils sautent, ils grimpent, ils se développent physiquement. Et ça, c'est un point important. Alors, les écoles dans la nature ou dans la forêt, ça vient du Danemark. Vous êtes allé en reportage là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer le quotidien de ces écoles qui, comme tu dis, peut-être de notre point de vue, parfois paraît régressif, alors qu'au final, pas du tout? Alors, le quotidien de ces écoles, on va prendre par exemple une école maternelle donc, où les enfants passent tout leur temps. Donc tout leur temps, ça veut dire tout leur temps, quelle que soit la saison. Il fait froid au Danemark, il faut le dire. Il peut faire chaud, il peut faire froid, il peut pleuvoir. Et ça, c'est OK aussi. Il faut juste s'habiller convenablement en fonction de la température et du temps pour passer une journée agréable. Ce qui caractérise les jours de classe, c'est d'abord le jeu libre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué à saisir en France, puisque dans la mesure où tu as un programme, tu pars du principe que les enfants doivent suivre le programme. Même si c'est à la maternelle, ils doivent acquérir un certain nombre de connaissances. Et ça implique une posture dirigiste. Là où, en fait, beaucoup de recherches, notamment des recherches anglo-saxonnes, montrent que le jeu libre a énormément de vertus parce que, en fait, l'enfant va évidemment au-devant d'activités qui l'intéressent. Donc, il y a une notion de plaisir, de proactivité. Chacun, évidemment, avance à son rythme. L'enjeu en maternelle, il n'est évidemment pas de suivre un programme et d'avancer semaine après semaine au même rythme. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est faire en sorte que chaque enfant acquiert les connaissances qu'il souhaite au rythme qu'il souhaite. Et donc, il y a cet exemple d'un petit de 4 ans qui prend une scie et qui la maîtrise. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, il la maîtrise, effectivement. C'est vrai que des images comme ça qui montrent un petit de 4 ans sans aucun contexte peuvent surprendre. Mais ensuite, quand on parle avec tous ces éducateurs et ces éducatrices, ils nous expliquent qu'évidemment, il y a la notion du leash court et ensuite de plus en plus long. C'est-à-dire qu'au début, ils vont utiliser le couteau, ils vont utiliser la scie avec l'enfant. Il y a tout comme dans Montessori ou ailleurs, un temps de présentation où tu expliques comment utiliser le couteau, la scie, etc., tous les objets tranchants. Et puis peu à peu, en fait, l'éducateur voit l'enfant s'approprier ces outils, prendre l'habitude d'avoir les bons gestes. Et puis à la fin, il a ce qu'on appelle son permis couteau ou son permis scie. Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est complètement naturel. Tu vois. Là, ce week-end, j'étais au scout. Donc mon aîné, il a 7 ans. Donc il a un couteau. Mais en fait, il ne peut l'utiliser qu'en présence d'adultes dans un premier temps, parce qu'en fait, il doit effectivement apprendre à bien le maîtriser avant d'être autonome dessus. Donc, dans les forest schools au Danemark, en Allemagne ou je ne sais où ailleurs, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que chaque effectivement outil peut être utilisé par les enfants, si tant est que ces enfants prennent le temps de bien l'utiliser. Ça représente combien d'écoles ou de pourcentage au Danemark, ces écoles dans la forêt ?
Alors ça représente une vingtaine de pourcents de l'ensemble des écoles maternelles. Et c'est ça qui nous a frappé, c'est que non seulement dans les mentalités, c'est considéré comme quelque chose d'exemplaire, ce qui est drôle, petite parenthèse, mais que depuis quelques années, les écoles maternelles qui remportent les grands prix, les grands prix, donc les prix les plus prestigieux en Angleterre, ce sont des écoles dans la forêt. Donc, tu vois, il y a le côté vraiment prestigieux, c'est presque un luxe en fait. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a le côté institutionnalisé. Donc 20% au Danemark, 2000 écoles en Allemagne, et le fait que l'État, non seulement explicitement reconnaît la valeur de ces écoles. Quand je dis l'État, c'est aussi et avant tout les ministères de l'Éducation, mais que, dans une certaine mesure, ils le financent. Donc ça, c'est très fort. Ça veut dire que tu n'es plus à la marge, que tu es vraiment intégré au système. Et que non seulement tu le finances, mais en plus, il y a un travail d'évaluation et de suivi qui est fait sur les enfants, qui montre que ces écoles peuvent suivre le programme, et qu'elles le suivent bien. Et tu as comme ça un organisme d'évaluation anglais qui s'appelle l'Ofsted, donc qui est rattaché, c'est comme l'inspection en fait à l'éducation nationale, qui en fait note les écoles, elle donne des grades, tu vois, comme si c'était médiocre, bien, très bien, ce genre de choses. Et cette école dans la forêt dont je parle dans le livre, qui est Little Forest Folk, elle a ce grade outstanding, donc formidable. Donc elle est formidable dans sa capacité à permettre aux enfants de suivre le programme en restant à plein temps dans la forêt. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, les enfants ne vont plus assez dehors, ne manipulent plus assez la nature? Est-ce qu'on sait, on a un constat qui a été fait là-dessus? Alors, il y a énormément d'études et d'ouvrages qui ont été publiés sur le sujet depuis une dizaine d'années, dont on fait l'écho en fait au début du livre. Il nous a semblé que c'était nécessaire dans la mesure où en France, on n'est pas suffisamment sensibilisé à ces études-là. Peut-être qu'on a entendu parler du syndrome du manque de nature, mais que ça semble un peu lointain, un peu flou. Le problème, c'est qu'on n'a pas une vision globale des conséquences qu'a le manque de nature sur les enfants. On voit qu'effectivement, il y a des problèmes d'attention au travail. On voit qu'il y a des problèmes de stress. On voit qu'il y a des problèmes de motricité, où les enfants ont du mal à garder leur équilibre, ont du mal à courir, ont du mal à voir même loin. T'as des problèmes de myopie qui sont vraiment importants, notamment en Asie, dans une moindre mesure en France, mais le fait que les enfants restent dans des pièces à l'intérieur, en fait, affecte aussi leur vision. Donc tous ces problèmes-là, évidemment, ne s'expliquent pas uniquement par le manque de nature, mais s'expliquent, par le fait que les enfants, en fait, passent moins de temps dehors qu'avant. Ça, toutes les études le montrent, et on n'a même pas besoin d'études, à vrai dire, pour le savoir. 2, en conséquence, bougent moins, et ont moins l'opportunité, dès le plus jeune âge, de développer leur motricité et leur motricité fine aussi, pour jouer avec des matériaux ou des objets quels qu'ils soient. Et puis, sont mis dans des situations où, très jeunes, ils sont les uns sur les autres dans des espaces confinés, ce qui, rien que d'un point de vue respiratoire aussi, a des conséquences, puisqu'évidemment l'air dans les pièces est plus pollué qu'il ne l'est à l'extérieur, ça j'en parle un peu dans le livre, et a des conséquences aussi sur leur attention et leur niveau de stress. Par exemple, tu as des études qui montrent que sur la concentration et notamment le niveau de stress, le simple fait d'être dans un milieu naturel
fait baisser très significativement ton stress. Et ça, c'est vraiment analyser finement, non pas l'impact du manque de nature sur le niveau de stress, mais le fait que des enfants plongés dans un milieu naturel, effectivement, soient plus concentrés et moins stressés. Ça, on commence à avoir des études relativement solides, donc c'est-à-dire sur un échantillon d'élèves très important et sur plusieurs années, qui montrent ça. Et le problème de fond, c'est que ces études sont essentiellement soit anglo-saxonnes, soit scandinaves. Donc on n'a pas l'occasion d'en prendre connaissance suffisamment en France, et donc on a une vision éclatée des problèmes. J'allais te poser cette question. Bon, les écoles dans la forêt, on a compris que c'était ancré plutôt dans la culture nordique. Est-ce qu'on est capable de dire tous les bénéfices que ça provoque et ce que ça permet aux enfants d'acquérir ? Alors, c'est scandinave, mais encore une fois, ce qui nous a frappé, c'était de voir avec quelle vitesse et quelle ampleur le phénomène se répandait à l'échelle internationale. Que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni beaucoup, en Asie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Chine, Singapour, l'Australie évidemment, un petit peu en Amérique du Sud, notamment au Chili. Donc tu vois que c'est quand même un phénomène global. Et quelle était ta question ? Pardon. Les bénéfices pour les enfants. Et les bénéfices. Alors, c'est vraiment important de dire que en soi, une école dans la forêt ou le fait d'apprendre dehors n'est pas nécessairement 100% bénéfique. Enfin, il y a toute une pédagogie qui va avec, et puis des enseignants qui font qu'effectivement cette approche a une cohérence et une efficacité. Ce qui nous paraît fondamental, c'est de dire que cette pédagogie-là, la pédagogie par la nature, elle permet de prendre en compte les besoins de l'enfant conçus de façon globale. En anglais, on parle du whole child. L'enfant perçu dans sa globalité, c'est les besoins physiques de l'enfant, c'est les besoins psychiques, intellectuels de l'enfant, c'est les besoins sociaux de l'enfant, c'est les besoins émotionnels de l'enfant. Et ça, il nous semble que effectivement, ces écoles dans la forêt, y répondent bien. D'un point de vue physique, parce qu'évidemment, cette nature-là, elle donne l'occasion de se dépenser, de toucher, de sentir. Elle sollicite tous les sens. Ça, c'est le premier point. Ensuite, d'un point de vue social, avec des âges mélangés, avec des expériences à plusieurs, c'est autant d'occasions de développer le sens de la coopération, de créer du lien. On voit qu'il y a des communautés très fortes au travers de ces écoles dans la forêt. Les compétences émotionnelles aussi, parce qu'en fait, dans un bois, et forcément un bois ou dans la nature, on parle d'école dans la forêt, mais ça peut être dans la nature, tu es amené en fait à faire plein d'expériences que tu pourrais pas faire en classe en fait. Ça provoque des émotions qui sont bien plus riches. La découverte d'un escargot ou quelque chose comme ça. Compétences émotionnelles et puis les compétences, enfin les connaissances d'ordre plus des compétences qui peuvent être liées à la faune, à la flore, oui, parce etc. que vous en parlez pas mal dans ce livre du fait qu'à chaque fois, on comprend bien que quand tu parles de globalité, c'est la pluridisciplinarité. Ouais. On fait du français, on fait de la biologie, on fait de la géographie. C'est une transversalité, effectivement, des matières. Tu peux effectivement aller compter les pommes de pin, et puis ensuite, les pommes de pin, tu peux fabriquer des petits personnages avec, donc tu vas avoir un côté art plastique, et puis ensuite, je sais pas, tu peux... apprendre d'où elles viennent aussi. Ouais, apprendre d'où elles viennent, créer des chouettes, et puis ensuite parler de la chouette, voir un petit peu dans quelles conditions vit la chouette, est-ce qu'elle chasse le jour ou la nuit, est-ce que c'est différent d'un hibou, tu peux aller très très loin. Et effectivement, ça montre que... apprendre dehors, c'est pas uniquement pour les petits.
Ça peut être travaillé au primaire, ça peut être travaillé après jusqu'au collège. Tu vois, le primaire, typiquement, j'ai suivi des classes, notamment dans les Vosges, qui travaillent ça en fait, qui travaillent effectivement l'apprentissage de la lecture ou de langue au travers effectivement de l'étude de la nature. Tu peux apprendre l'allemand à travers effectivement l'étude de la nature. Et au collège, c'est la même chose, mais tu peux différemment. Tu peux effectivement travailler ça au travers d'un potager et aller de la culture jusqu'à la vente, en passant par la dégustation évidemment. Et là encore une fois, tu développes tous tes sens, tu vois. Et sur les sens, ça me fait penser que vous en parlez aussi beaucoup sur le fait que dans les classes, il y a beaucoup de bruit, que nos sens sont trop surstimulés, et que c'est absolument pas un cadre propice pour les enfants pour être dans une sérénité, pour apprendre. Donc en fait, par exemple pour les enfants qu'on dit turbulents, et je mets vraiment des guillemets, finalement c'est pas trop ça, c'est que c'est pas adapté à eux. Mais complètement. Tu sais, c'est drôle parce que notre première expérience avec Moïna, enfin là où on s'est connus, c'était dans une crèche à Paris, dans le 11e. C'était la crèche Balustrade. Et la crèche Balustrade, c'était drôle parce que c'était une crèche parentale. Et donc, dans les crèches parentales, les parents gèrent le staff, en fait. Et dans le staff, tu avais une JE, une éducatrice, qui en fait avait fait un arrêt maladie, je crois. Enfin, en tout cas, elle était parvenue à apprécier qu'elle avait eu un déficit d'audition lié à la mauvaise acoustique de la crèche. Et donc tu te dis, mais il y a trop de bruit, ça nuit effectivement à la santé des enfants, mais ça nuit aussi à la santé des adultes. Et donc pour te dire à quel point effectivement un enfant qui a priori est plus sensible est aussi impacté par ces enjeux-là. Et il n'est pas juste impacté parce que ça nuit effectivement à sa concentration, à son bien-être, mais il peut être aussi impacté physiquement autant qu'un adulte peut l'être en même temps. Tu vois. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a des applications de méditation où tu peux sélectionner le bruit des feuilles, le bruit de la forêt, parce qu'on sait que ça a un effet apaisant, ces bruits-là, bien sûr. Contrairement à un écho de classe où il y a un brouhaha. Ouais. Et du coup, j'imagine les maîtres et maîtresses, ils sont beaucoup moins en train de dire « chut, taisez-vous ». Il n'y a pas cette injonction à faire le silence. C'est chacun vit son expérience propre. Ouais. C'est un exercice que j'avais fait. J'avais fait une sortie avec la classe de mon aîné. Une sortie dehors, donc un jour dehors. Et j'avais repris en fait les questions d'une éducatrice dont je parle, Rousse, dans le livre. Et ça commençait par « Alors les enfants, est-ce que vous pensez que vous avez le droit de courir ?» Et donc là, ils disent oui. Enfin non, ils disent oui. Est-ce que vous avez le droit de crier ? Et là, oui, vous avez le droit de crier. Donc que des trucs comme ça, que des règles effectivement qui sont posées à l'école. Parce qu'en fait, oui, l'espace est confiné, donc tu peux pas courir, tu peux pas crier, etc. Et là, en fait, l'espace est ouvert, dans une certaine mesure, effectivement. Ils peuvent pas aller n'importe où à 2 km. Mais l'espace est ouvert, et donc du coup, effectivement, ils peuvent s'exprimer comme ils le souhaitent. Et ça, effectivement, ça fait beaucoup de bien, tu vois. C'est un bonheur, c'est ça. Ça fait du bien pour eux, ça fait du bien pour nous, parce que, effectivement, c'est chouette. Oui, c'est chouette même pour les adultes, c'est ça. C'est chouette pour Et alors, ça, si tu me permets une parenthèse, ça, c'est vraiment essentiel. Parce que ce qui ressort aussi de l'enquête, c'est que tu as beaucoup d'enseignants, en fait, qui sont en perte de sens, qui sont un peu dans la routine, douleur en fait, qui subissent leur métier et qui, au travers de cette pédagogie-là, dans ces nouveaux espaces ouverts, revivent. Ils trouvent en fait un sens, un plaisir à leur métier qu'ils avaient perdu de vue. Ça, je pense que c'est vraiment d'actualité. Ça, c'est vraiment trouver du sens. Important. Ce qui ressort pour les enseignants, pour les éducateurs au sens large, c'est que, pour les éducateurs au sens large, ce qui ressort, c'est que, c'est compliqué de permettre le jeu libre. C'est compliqué, en fait, de lâcher prise. Ça, c'est le premier point. Mais qu'ensuite, c'est extrêmement gratifiant et agréable d'accompagner les enfants dans cette démarche-là et que les enseignants qui font cette démarche en sortent
pas grandi, tu vois, parce que ça impliquerait un jugement de ma part, mais apaisé et plus heureux au travail. Et donc c'est dans les deux sens. C'est une pédagogie faite pour les enfants, Ouais. mais qui a des répercussions positives sur l'encadrement. Et pour moi, les deux vont de pair. Tu vois, tout à l'heure, on disait, c'est quoi un papa ou parent, c'est grandir avec les enfants. Et je pense que de la même manière, un enfant ne peut être heureux en classe que si, quelque part, il est avec des enseignants qui sont heureux d'être avec lui, tu vois. Enfin, il y a une espèce de... C'est logique, ça paraît logique. Symétrie qui est nécessaire. Alors là, on a parlé du Danemark, des pays anglo-saxons où, tu le dis bien dans le livre, c'est inscrit quasiment dans l'éducation nationale. Mais en France, on en est loin de tout ça, très loin. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué et c'est encore considéré comme quelque chose de marginal de vouloir faire sortir, je parle même pas d'une école dans la forêt, mais de faire sortir sa classe dehors pour une journée ou une après-midi par semaine? C'est une question qu'on s'est posée, qui nous a semblé assez ardue, et sur laquelle, pour autant, on s'est pas trop attardé. En fait, c'est le pays de Descartes, de la raison, et l'éducation nationale, en fait, sans doute prend en compte des besoins qui sont uniquement des besoins d'ordre intellectuel, un peu émotionnel, mais surtout intellectuel, dans la mesure où le rôle de l'école, c'est de former effectivement à la fois un citoyen, mais aussi, le cas échéant, quelqu'un qui sera en mesure de tenir un rôle dans la société et donc un métier. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de besoins qui passent à la trappe. Et typiquement en France, the whole child, il a pas sa place en fait. On ne considère l'enfant comme effectivement un sujet à former d'une certaine manière à certaines choses, pas comme un individu, un être humain à développer de façon globale. Donc forcément, il n'y a aucune directive globale qui va dans ce sens-là. Donc il y a donc effectivement le programme effectivement est partial et l'approche ne tient pas compte effectivement de ces autres compétences qui seraient pertinentes de développer. Et donc ça se fait effectivement au détriment d'un certain nombre de besoins de l'enfant qui ne sont pas pris en compte, alors même que, ça c'était plutôt le sujet de mon précédent bouquin, les compétences émotionnelles, typiquement, sont extrêmement précieuses dans le monde professionnel et à l'avenir le seront encore plus. Donc c'est ça, il faudrait que l'école déjà puisse permettre l'ouverture à ça. Oui, il faudrait que l'école puisse avoir comme ambition de faire grandir des êtres épanouis. Dans le sens large. Au sens large. Et c'est marrant ce que tu dis par rapport au fait qu'en gros, en France, on considère le cerveau comme la seule chose à développer. Moi qui suis journaliste dans le sport n'est pas du tout une matière considérée comme quelque chose de noble. Ouais. Alors que si ça l'était, peut-être que dans les écoles des jeunes, on les encouragerait au mouvement, au faire attention à leur corps et à ce que ça produit. Ça me fait penser à ça, qu'il y a une répercussion finalement sur le après, sur comment on considère cette activité physique comme quelque chose de... pour les gens qui n'ont pas de cerveau. Bien sûr. C'est ridicule. Mais là, à cet égard, tu vois, le modèle anglo-saxon est un peu différent au sens où quand même, dans beaucoup d'écoles anglo-saxonnes, et d'ailleurs, en fait... il y a eu tout un courant d'écoles alternatives en France qui s'est développé à partir de ça. Tu as effectivement les matières académiques et puis le champ du sport qui est un champ très noble que les élèves, les étudiants développent la moitié du temps l'après-midi en fait. Et effectivement, le corps a toute sa place. Et on n'y est pas trop à ça en France. Alors, elles ressemblent à quoi, les initiatives? On va parler du positif en France. Je sais que tu as sillonné la France par rapport à ça. Ouais. Ça prend? Alors, nous, on s'est vraiment efforcé de rendre compte de la diversité des initiatives, tant dans le privé que dans le public. Ça, c'est vraiment très important parce qu'encore une fois, nous, on a l'ambition de toucher le maximum d'enfants.
Donc, évidemment, on a vu des initiatives d'écoles privées hors contrat qui se montent donc, à plein temps dans les bois. Une école qui est à Chantemerle, à côté d'Angoulême, donc qui compte une petite quinzaine d'enfants qui s'est montée l'année dernière. D'autres écoles qui, depuis, ont ouvertes. Donc ça, ce sont des écoles qui commencent en fait à apparaître avec des modèles économiques qui sont classiques en fait, où les parents sont vraiment mis à contribution pour faire en sorte que les coûts d'inscription ne soient pas trop élevés. Donc ça, c'est le premier modèle. Là, vraiment calqué sur le modèle scandinave ou allemand. Il y a un modèle très intéressant qui est porté par des associations d'éducateurs à la nature ou de forest school leaders, c'est-à-dire d'éducateurs dans des forest schools qui ont été formés en Allemagne ou en Angleterre, qui se retrouvent en France et qui là se disent bon, je vais proposer des activités péri ou extrascolaires d'une part, à la fois aux enfants et aux familles. C'est important d'impliquer les parents. Et puis, je vais tendre la main aux écoles qui sont autour de moi, autour de mon bois, pour les inviter à passer une demi-journée par mois, par exemple, dans mon bois. Et tu as comme ça, en fait, des associations qui parviennent à attirer 10, 15, 20 classes à l'année, des classes qui s'engagent, avec les enseignants, évidemment, à accompagner, à passer en fait une demi-journée dans les bois, où en gros ça va être, je sais pas, 10, 12 fois dans l'année. Et là c'est très intéressant parce que l'enjeu il est non seulement d'accompagner les enfants dans les bois et de leur proposer une autre forme d'apprentissage, une autre expérience, mais aussi c'est l'occasion pour les enseignants de découvrir ça en fait, de nécessairement lâcher prise et d'apprendre à voir les enfants apprendre dans un autre contexte et avec d'autres méthodes. Donc eux-mêmes aussi, quelque part, sont dans une position où 1, il y a la surprise, 2, il y a le recul, et 3, il y a peut-être une réflexion au fur et à mesure que les sorties se suivent, qui les amène à développer de nouvelles pratiques. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que on voit apparaître ça un peu aux quatre coins de la France, et on voit aussi ces associations soutenues par des acteurs auxquels on ne pense pas nécessairement, qui sont par exemple des parcs régionaux, qui, eux, ont en tête évidemment la sensibilisation à la nature, l'éducation à la nature, là où l'éducateur a aussi en tête l'éducation par la nature. Et les deux, évidemment, sont complémentaires et vont de pair. Donc ça, c'est un modèle qui me semble très très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs nature en France et parce que ça permet à des écoles donc qui sont dans leur classe à plein temps de sortir et progressivement de se familiariser avec une approche qui peut faire du bien aux enfants et aux enseignants. Ce qui fait qu'à terme, peut-être eux-mêmes vous peuvent décider plus tard de créer... Alors c'est le deal. Typiquement, l'association des Pivers qui est dans les Vosges a ce programme très intéressant donc, qui consiste à accompagner une vingtaine d'écoles. Et l'association accompagne l'enseignant durant les premières sorties. Et par la suite, l'enseignant est autonome. Ça veut dire que tu crées une sorte de routine. Tu permets à l'enseignant d'être autonome et tu fais en sorte que par la suite, l'enseignant s'approprie cette manière d'enseigner et quelque part le perpétue au-delà du programme, tu vois. Et c'est drôle parce que tout à l'heure tu disais que toutes les activités, par exemple en Scandinavie, sont encadrées, les adultes montrent aux enfants. Là, on fait pareil en fait. On montre aux enseignants qui peuvent ensuite. Voilà, il y a un côté présentation comme Montessori. Oui, mais parce que en fait, c'est pas inné. Enfin, c'est pas ancré dans l'éducation nationale. Mais tu sais, pour n'importe qui, enfin.
tu fais un job, je te montre comment le faire différemment, c'est pas confortable, c'est pas agréable, t'as peur de mal faire, enfin tu vois, c'est humain. Et là, il y a cette phase de désapprentissage et de réapprentissage qui vaut mieux faire effectivement à deux ou à plusieurs. Est-ce que pour ces enseignants-là, il faut qu'ils aient l'aval de l'inspection d'académie? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un référent plus haut que eux qui disent oui, vous pouvez emmener votre classe, ou est-ce que de leur propre initiative, ils ont le droit? Alors, quand c'est en lien avec des associations comme ça, tu as le directeur ou la directrice qui effectivement doit faire un courrier à destination, alors c'est dans les notes du livre, mais à destination, il me semble, de l'inspection. Je ne sais pas quelle est l'autorité exacte, mais effectivement un courrier qui notifie que une ou plusieurs sorties vont être faites. Et ensuite, effectivement, l'administration en question accuse réception et valide ça. Mais si tu veux, en soi, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste que ça implique effectivement d'aviser sa hiérarchie et puis d'organiser ça pour que ça se passe bien. Ça veut dire de faire en sorte que tous les encadrants soient bien présents, que le cas échéant des parents soient aussi présents. Mais alors, fun fact, petite anecdote que je raconte pas dans le livre, c'est qu'en fait, typiquement dans la Drôme, pour les écoles qui vont dans le bois de Rousse, dont je parle, en fait, il y a tellement de parents qui veulent accompagner les enfants dans le bois qu'ils sont obligés de faire un tirage au sort. Pardon. Ouais, c'est génial. Ouais. Ouais, c'est top. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que l'éducation nationale, et je n'aime pas être dans le négatif, mais a le pouvoir de dire non? Alors, dans les faits, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire que autant l'éducation nationale n'est pas motrice sur ce sujet-là, autant elle laisse faire les acteurs sur le terrain. Et à plus forte raison, on a un bon exemple avec Christelle Ferjou, dont on parle beaucoup dans le livre, où là, en fait, il s'agit d'une enseignante qui très tôt, en fait, a fait sortir ses classes, qui peu à peu a sensibilisé d'autres enseignants et enseignantes à cette pratique-là, et qui, au final, est devenue formatrice. Donc, elle a formé des enseignants, elle a formé à ce stade une centaine d'enseignants, voire plus depuis qu'on a écrit ce livre. Et donc, elle a la capacité non seulement de mettre en place ce genre d'action, de la partager avec l'aval de sa hiérarchie. Donc, on commence à voir des inspectrices, notamment, des inspecteurs, qui sont tout à fait favorables à ce que sur le terrain, des enseignants développent ça. Et donc, nous, notre vœu le plus cher, c'est de faire en sorte que d'autres enseignants se retrouvent dans ces pratiques-là, se disent « mais oui, en fait, Christelle Ferjou fait ça, moi aussi je peux le faire », et qu'aux quatre coins de la France, tu aies comme ça des initiatives dans le public, donc accessibles à tous les enfants, qui se disent en fait, moi je vais le faire, je vais aller dans ce petit parc-là, je vais aller dans ce petit bois-là, et si je suis en ville, eh bien soit effectivement je vais dans un parc, soit je fais en sorte d'ensauvager, entre guillemets, ma cour. Alors j'ai cette question, c'est quoi la cour idéale pour toi? On a tous en tête ce carré de béton avec une marelle et peut-être un platane, mais je pense que c'est pas ça la cour de récré idéale. Nous, on n'est pas des idéalistes, hein, on est des pragmatiques. Et la bonne nouvelle, c'est que la cour idéale, en fait, elle a de plus en plus de chances de voir le jour. Pour une raison simple, c'est que en ville, il fait de plus en plus chaud l'été. Et qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont bitumées ou bétonnées. Et donc, que toutes ces cours d'école sont considérées comme des îlots de chaleur. Et donc, tu commences à avoir des métropoles, des mairies qui se disent, en fait, on va lutter contre ces îlots de chaleur et on va faire en sorte qu'il y ait plus de végétal pour faire en sorte qu'il fasse meilleur en ville et que les conditions aussi au sein de l'école soient plus agréables.
Et à Paris notamment, tu as un programme qui se monte, qui est le programme des cours Oasis, qui a été lancé il y a 2 ans maintenant, et qui vise à végétaliser les 600 cours d'école de Paris sur 20 ans. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a énormément de moyens qui sont alloués à un projet de ce type-là, et que donc ce projet-là, il est né pour des raisons environnementales, mais il se développe maintenant avec toute une dimension pédagogique. Puisque l'enjeu, c'est de voir dans quelle mesure ces cours végétalisés, les enseignants se les approprient. Et donc aujourd'hui, on voit en fait énormément d'acteurs publics, des collectivités, réfléchir à comment ils peuvent réaménager les cours d'école pour faire en sorte que, d'un point de vue environnemental, effectivement, elles participent à rendre la ville plus viable, et qu'elles permettent aux enfants d'être en contact, on va dire, avec la nature, avec la biodiversité. Tu as dû voir sans doute qu'il y avait une circulaire là en septembre lancée par le ministre de l'Éducation nationale qui vise à faire en sorte que les cours d'école soient exemplaires en termes de biodiversité. Donc c'est une grosse mission, mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans le registre de l'idéal, on est dans le registre en fait du réel, et on voit que pour plein de raisons, en fait, toutes les collectivités sont obligées de casser le bitume, de mettre du végétal et de faire en sorte que ce végétal il soit mis au service des enseignants et des enfants. Voilà. Et ça, c'est en train de voir le jour. C'est en train de voir le jour partout et un petit peu en France. Mais pas assez vite à mon sens. Alors c'est ça, alors j'allais dire, là on a parlé des solutions au niveau territorial, au niveau des politiques, de l'éducation nationale. Comment nous, en tant que parents, parce que la plupart des auditeurs et auditrices sont des parents, on a un impact? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut proposer? J'ai envie de dire que le principal impact, il vient des parents. D'accord. Ça va te surprendre, mais on est à Bordeaux. Songe à l'histoire des couverts en plastique dans les cafétérias, enfin dans les cantines. En fait, c'est un sujet qui, à ma connaissance, a été porté, défendu par les parents, avant tout. De les supprimer. De les supprimer. Là où effectivement tout le monde en fait se renvoyait le sujet, ça semblait pas forcément important pour les collectivités d'avancer, de mieux faire. Et en fait, ce sujet, il a été considéré comme important par les parents qui se sont mobilisés et qui ont fait en sorte que les couverts en plastique soient supprimés. Donc ça, on a un pouvoir, c'est ça que tu veux dire? Et j'ai envie de dire que c'est le pouvoir le plus important. Dans la mesure où, à ce stade, tu as plusieurs types de collectivités. Tu as des collectivités qui, effectivement, sont proactives sur le sujet. C'est le cas de Paris, typiquement. Et puis, tu as des collectivités qui sont plus passives ou opportunistes. Au mieux opportunistes, elles se disent « Ok, le vote vert sera important en vue des municipales, on va essayer de faire des choses. » Mais de fait, elles sont attentistes, en fait. Et donc, c'est plus que jamais aux parents de dire « Ok, on va faire en sorte que les cours d'école répondent à un double objectif qui est environnemental et pédagogique. On sait qu'en fait, l'ensauvagement des cours, ça existe. Que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Paris, en fait, on a toutes les compétences, toutes les références nécessaires pour montrer à quoi ça doit, pour te répondre, à quoi ça doit ressembler et comment on le fait. Parce qu'en définitive, c'est pas une question de coût. Ça coûte peut-être même moins cher de développer ce genre de cours que de bitumer en fait une cour nouvelle ou d'en agrandir une autre. On sait comment ça marche. Maintenant, faisons-le. Et si en fait les parents ne s'approprient pas le sujet, en définitive, ils s'en remettent à des collectivités qui vont dire « Oh oui, effectivement, c'est quelque chose qui est bien, mais c'est pas prioritaire en fait. »
Alors là, on a parlé des écoles maternelles, les écoles primaires, un peu des collèges. Pour les parents qui ont des enfants en bas âge, dans les crèches, est-ce que c'est bénéfique pour les moins de 3 ans ou c'est à partir de 3 ans ? Est-ce que la nature est bénéfique pour les moins de 3 ans ou, la réponse, elle est évidemment que tu n'as pas d'âge en fait, pour bénéficier en fait, de ces conditions-là, de l'air frais, de l'éveil des sens, parce qu'on parle de ça en fait, dès le plus jeune âge, l'éveil des sens, de tous les sens. Le goût, le toucher, l'odorat, et la végétalisation des espaces. Elle vaut aussi pour les crèches, bien sûr. Et c'est compliqué, effectivement, quand on est dans une ville, de penser à ça, parce que les crèches, contrairement aux écoles, n'ont souvent pas de cours, en fait. Et donc, ça veut dire que c'est plus de sorties au parc. Mais les sorties au parc, la question est de savoir comment sont aménagés les parcs, effectivement. Tu ne vas pas forcément voir des nounous faire marcher les bébés sur l'herbe, alors qu'en fait ce serait sympa pour eux en fait. Sans chaussures. Moi je préfère ça plutôt que de voir des ados de 10-11 ans ne pas vouloir enlever leurs chaussettes parce qu'en fait ils trouvent que c'est sale de marcher sur l'herbe, tu vois. Alors, justement, tu vois, aujourd'hui, c'était ma question, les écrans ont pris une place énorme. Et là, on ne parle pas du tout que de l'école, on parle de la vie intime, familiale. Pourquoi est-ce que les parents, ils ont oublié ce contact à la nature ? Et on est responsable, c'est notre génération, alors qu'on a grandi quand même un peu plus que nos enfants au contact de la nature. Pourquoi on l'a oublié ? Parce que, en fait, nos habitudes ont complètement changé. On n'est pas une génération élevée hors sol, mais effectivement... nos enfants tendent à l'être parce qu'en fait nos modes de vie font que on a moins de temps disponible effectivement pour sortir, et quand on sort, les sorties sont plus des divertissements, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'en fait à chaque sortie tu as des équipements qui correspondent. Toi, si on prend l'exemple de Paris, tu vas aller au parc, donc tu vas avoir en fait des jeux, tu vas avoir des revêtements en gomme, ensuite qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller, je sais pas, au jardin d'acclimatation, tu vas avoir des manèges, tu vas avoir mais tu touches pas, tu manipules pas, c'est ça ? Tu vas pas avoir effectivement de surface végétale brute, c'est-à-dire non traitée. Et tu vas pas avoir quelque part de temps libre, c'est-à-dire de temps non structuré pour effectivement arracher l'herbe, peut-être en manger un petit peu, sentir la fleur, prendre un fruit, je ne sais quoi, tu vois. Enfin, éveiller tous tes sens en faisant des actes qui peut-être en soi, vu de l'adulte, n'ont pas de valeur directe. Parce qu'en fait, l'enfant ne rigole pas, non, il fait juste sentir ou toucher, mais qui, pour l'enfant, sont déterminants. De notre prisme, on a la sensation que ça ne sert à rien. Exactement. Et donc, vraiment, c'est l'idée que le temps libre est crucial, en définitive, pour l'enfant. Là où, pour nous, comme, en fait, il n'a pas de finalité directe, il est inutile. Mais, comme tu l'as dit... Et je reviens juste au thème de mon podcast sur le fait de devenir parent et que c'est dur. Pour les enseignants, c'est bénéfique d'aller dehors. Au final, ça allait aussi pour nous. On reste beaucoup trop enfermés. Alors que si on prenait ce temps pour aller avec nos enfants dans des parcs où il y a vraiment de la nature, on ne parle pas d'un petit square où malheureusement il n'y a pas assez, c'est gagnant-gagnant pour nous les parents. Oui, mais tu le vois d'autant plus que se développent des thérapies, des sylvothérapies, où tu vas faire des câlins aux arbres. Ah oui, c'est vrai. Tu as vu ça ? Ah si. En fait, oui, ça se développe énormément. Oui. Tout simplement parce que nous-mêmes, on souffre de ce manque de nature, et que ça se traduit effectivement différemment par le fait qu'on doive effectivement aller voir un thérapeute ou un coach qui va nous reconnecter à la nature. Alors qu'a priori, il suffit juste de se faire confiance, effectivement, de se laisser aller dans un espace ouvert, si possible avec ses enfants.
Et si les parents recherchent une école de ce type ou des associations de ce type, il y a un référencement, il y a un endroit où ils peuvent aller chercher? Je sais que tu en donnes plein dans le livre, mais... Oui. Eh bien, tu as un grand réseau École et Nature qui, en fait, regroupe beaucoup d'éducateurs nature dans la France entière. Tu as... je pense qu'il y a les scouts, accessoirement. Quelle que soit la confession religieuse, en fait, tous les scouts sont accessibles. Tu as énormément d'associations d'éducation en nature, en fait, dans toute la France. Et ça, c'est sur du périscolaire ou de l'extrascolaire. Mais je dois dire que de plus en plus d'associations fédérées autour du réseau pour la pédagogie pour la nature, le RPPN, de plus en plus d'associations permettent à des écoles de faire ce travail-là de sortie régulière. Donc aux parents de voir comment ils veulent effectivement progressivement sortir et faire sortir leurs enfants. Un point qui me semble important, c'est que c'est pas juste l'enfant le sujet, hein, on le disait tout à l'heure, c'est reprendre le goût ensemble d'aller dehors. Et c'est pour ça qu'en fait, si les auditeurs qui nous écoutent sont tentés en fait de sortir, trouvent des associations d'éducation à la nature autour de chez eux qui fassent l'exercice de sortir avec leurs enfants, de faire une grande sortie comme ça pendant une demi-journée ou une journée, parce que c'est une expérience qui se vit ensemble. Et que l'enjeu, c'est aussi pour les parents d'apprendre de la faune, de la flore, d'apprendre, je sais pas, à faire un feu, d'apprendre des choses toutes simples, de retrouver le goût des choses simples avec leurs enfants. C'est noté, je pense qu'il y a des parents qui vont mouliner du coup. Sur le livre que vous avez écrit, est-ce qu'il y avait une intention derrière de faire bouger les choses à l'éducation nationale? Est-ce que c'était juste un constat ou est-ce que vous voulez que ce soit l'initiative, le départ de quelque chose? Comme je te le disais, on est pragmatique et néanmoins on est ambitieux. On a écrit ce livre chez Fayard parce que notre choix c'était de toucher le grand public. C'était de faire en sorte que ce sujet-là soit considéré comme un sujet sérieux, structurant dans l'éducation des enfants en France. Et notre vœu le plus cher, c'est que ce sujet-là, il soit pris au sérieux et défendu par les parents, les enseignants et les éducateurs. On n'attend pas de l'éducation nationale qu'elle fasse sa révolution verte en l'espace d'un an. Je ne dis pas que c'est impossible. Je pense que c'est peu probable. Ce qui est bien plus probable, c'est que effectivement, des enseignants, des éducateurs, des parents prennent le sujet à bras-le-corps et, à leur mesure, voient un peu ce qui pourrait leur faire plaisir, ce qui pourrait les intéresser, ce qui pourrait en fait rendre la vie de leurs enfants plus agréable et passer à l'acte. Moi, je pense que c'est un beau mot de la fin. On va passer à l'acte. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien. Merci à toi. Tu diras merci à Moïna d'avoir écrit ce beau livre. Je vous le conseille vraiment, L'enfant dans la nature pour une révolution verte de l'éducation aux éditions Fayard. J'aime beaucoup la couverture et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté. Parce que c'est deux enfants qui jouent dans la forêt avec des feuilles de l'automne. Et je pense que ça nous renvoie à cette image de nous petits en forêt. Et ça a marché, tu vois, parce que je l'ai acheté. Merci. Merci pour ton accueil. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et cet épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous, je vous le rappelle. Vous pouvez mettre 5 étoiles ou laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @lamatrescence sur Instagram et sur Facebook. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur Facebook. J'essaye de répondre à tous vos messages privés. C'est difficile parce qu'il y a de plus en plus de monde. Mais j'essaie. En tout cas, sachez au moins que je lis. Si j'ai pas le temps de répondre, j'en suis vraiment désolée. Je fais mon maximum. Et très prochainement, il y aura un site web qui va être mis en ligne
C'était prévu pour les 10 000 abonnés sur Instagram, mais ça a été plus vite que ce que je pensais. Et vous pourrez envoyer des mails parce que ça sera plus simple pour moi que les messages Instagram. C'est pas très facile, ou même Facebook d'ailleurs, c'est pas hyper simple à gérer. Voilà. Très bonne journée, à la semaine prochaine.